Si on utilise un LLM comme cerveau de ces agents, on va avoir un saut capacitaire énorme et il y a un intérêt économique fou. Parce qu'on va pouvoir déléguer des tâches à une machine qui est semblant d'être intelligente, mais qui fait tellement bien semblant d'être intelligente qu'elle finit par rendre des services. Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour à tous les deux et bienvenue sur les dessous de l'IA. Aujourd'hui, le fil rouge de notre échange va être d'essayer d'explorer un petit peu l'intégration de l'IA agentique dans les entreprises et de mieux comprendre son impact sur le monde du travail et notamment sur la productivité et la transformation des métiers dont on parle beaucoup. Pour commencer, je veux bien que vous présentiez tous les deux, vous puissiez parler un petit peu de votre parcours pro et expliquer ce qui vous a amené à fonder la boîte pour laquelle vous bossez tous les deux, Bot Resources. Et bonjour Clément. Merci beaucoup pour l'invitation déjà. On est ravis de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets. Alors Milo Parigi, moi j'ai un parcours de dev assez classique de base. Ça fait depuis 2017 maintenant que je travaille en tant que dev puis en tant que consultant en informatique dans différentes structures. Je laisserai Jean-Xavier se présenter et ensuite se présenter qui nous a amené à travailler sur l'IA générative. Nous, on travaille ensemble depuis 2017 justement avec Jean-Xavier. Donc, c'est une longue relation de confiance. Bonjour Clément, enchanté d'être là aussi. Jean-Xavier Reynaud, moi je suis entrepreneur depuis beaucoup trop longtemps, 25 ans. J'ai fait des études en mathématiques il y a très longtemps qui me servent un petit peu quand même. J'ai monté des structures dans différents domaines. J'ai fait des salles de jeux en réseau au début, de l'import-export de RAM, du conseil en financement de la recherche. J'ai fait 7 ans de joueur de poker pro au milieu de tout ça. Il y a un moment, vers 2010, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je me reconvertisse. Donc, je me suis intéressé à tout ce qui était data science, avec un gros intérêt pour le natural language processing et le deep learning. Je faisais des compètes Kaggle à l'époque, etc. J'ai monté une première société, Pixel Forest, dans le domaine de la data pour le marketing, lors de laquelle j'ai pris à un moment Milo en tant que stagiaire et ça a été un très bon choix RH. Et j'ai suivi le développement quasiment depuis le début. Je me suis pris la baffe de Attention Isolionid en 2018, etc., etc. Et en 2022, j'étais très content de voir apparaître les premiers vrais modèles utilisables de Generative AI sur le domaine du langage, qui a ensuite amené à la création de Bot Resources. Je vais repasser la main à Milo pour qu'il raconte cette histoire. Jean-Xavier a toujours été, toujours poussé à découvrir des nouveaux trucs et j'ai toujours été très réticent. Donc, le NLP par exemple, moi c'est jamais passé tout ce qui est ML et ainsi de suite. J'en ai fait des Jupyter Notebook, mais, ça a toujours été un peu trop, je sais pas, ça m'a jamais plu et puis, il y a un beau jour où il m'a parlé de GPT-3.5 qui venait d'arriver et là j'avoue que ça a quand même tout de suite pris. Donc, nous le gros bond technologique, c'est GPT-3.5, l'arrivée de ChatGPT. Bon là, on a vraiment commencé à s'intéresser, à l'IA générative et donc, à ce moment-là, on commence à faire des systèmes agentiques, nous, dans notre coin. On voit quand même la profonde transformation que ça représente sur, le traitement des docs techniques, sur le texte. En tant que dev, c'est quand même, des choses où on était assez acculturés à l'utilisation d'outils externes pour justement nous aider. On voit la disparition de Stack Overflow aujourd'hui, par exemple, de plus en plus, mais c'est lié à l'IA générative. En fait, on est arrivé à un stade où on a vu que le changement de paradigme que proposaient les différents modèles successifs, il était tellement important qu'il fallait qu'on en fasse quelque chose, différent de ce qu'on faisait jusque-là. On a donc lancé Bot Resources, donc les ressources robotiques à l'opposé des ressources humaines, avec 2 autres associés qui sont Louis et Étienne, qui eux, alors nous, on est plutôt sur une partie, technique, c'est-à-dire qu'on a toujours fait du conseil. Louis et Étienne, eux, nous accompagnent aussi sur, l'industrialisation et puis, sur tout ce qui est l'adoption, qui est quelque chose de très important quand on parle d'IA générative et voilà, du coup, Bot Resources naît d'une révolution technologique et de la volonté d'en faire quelque chose et surtout d'accompagner les entreprises dans ce mouvement, parce que ça change quand même assez profondément la manière dont on imagine les gestes métiers. Avant qu'on rentre un petit peu dans ce que ça change pour les entreprises et l'impact sur les métiers, j'aimerais bien qu'on revienne sur le sujet de l'IA agentique parce qu'on en entend beaucoup, beaucoup parler et 2 choses. La première déjà, est-ce que, vous pouvez, définir un peu ce qu'on entend par, IA, agentique?
et en quoi peut-être ça diffère d'autres formes d'intelligence artificielle et notamment par rapport à l'IA générative? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est une surcouche? Est-ce que c'est différent? Et peut-être si vous avez quelques points de repère historiques, que ça vient pas de nulle part et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte, la notion d'agentivité, la question de l'IA agentique, c'est pas quelque chose de nouveau du tout. Ça a une nouvelle jeunesse aujourd'hui avec l'IA générative, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc voilà, je serais intéressé d'avoir ces 2 points-là, à la fois un côté un petit peu définition de quoi on parle, en quoi c'est différent d'autres technos qui peuvent exister, ou pas d'ailleurs, et peut-être un regard un peu, historique sur, les dates, clés. Toi, Jean-Xavier, tu parlais du papier de Google sur les transformers. Enfin voilà, c'est quoi les 2-3 dates à avoir en tête, par rapport à ça? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'IA agentique. Bon, c'est un concept, qui est pas nouveau. Pour le définir dans le cadre très précis de l'IA générative et ensuite on reviendra sur l'historique, je pense. L'IA agentique, en fait, elle vient d'un concept en anglais qui s'appelle l'agency. En français, on n'a pas de super traduction, donc on parle, d'agentivité, d'actance. C'est un concept de philo et de sociaux de base d'ailleurs. C'est sur la capacité à agir sur l'environnement. Donc, concrètement, c'est quoi l'agentisme? Sans même parler d'IA, c'est la capacité à observer son environnement et prendre une décision et agir. Et ça, c'est une capacité que les modèles, on parle de LLM, donc les Large Language Models, ont commencé à montrer, notamment après, différentes évolutions de ces modèles, sur la capacité à prendre une décision. Et donc c'est, utiliser différents outils, agir sur l'environnement, maintenir une conversation avec un utilisateur et poser des questions pour affiner sa compréhension du problème. On va beaucoup personnifier, les LLM dans notre discussion, je pense, bien que ce ne soient pas des individus, que c'est important de le garder en tête, mais voilà, c'est ça l'agentivité. C'est très différent de ça vient du ML, enfin, Zix retracera, je pense, l'historique, juste après, mais c'est différent dans le traitement qu'on en fait dans le monde professionnel. Dans le sens où, le machine learning, c'est des choses qui sont faites par des data scientists. On va récolter des gros datasets de données, on va entraîner des modèles. La manière dont on le traite, la partie LLM aujourd'hui, on va pas avoir les mêmes réflexes que ceux qu'aurait un data scientist. Et donc il y a une vraie rupture par rapport, à l'IA qui a été faite jusque-là. Je vais peut-être laisser Jean-Xavier parler un peu plus de l'historique pour que ce soit aussi plus clair, cette rupture. Alors, l'historique des modèles d'agents, bon, c'est vrai que ça remonte à très longtemps, puisque les premières personnes qui en parlent, c'est Alan Turing et McCarthy dans les années 50. Et c'est eux qui d'ailleurs posent la définition d'un agent, c'est quelque chose qui est capable de percevoir son environnement et d'agir sur son environnement. Et à l'époque, ils sont très ambitieux, comme dans plein de domaines, et ils avaient déjà d'ailleurs des réseaux de neurones, sauf que ça marche pas. Alors, ça marche pas du tout. Il y a des premières avancées dans les années 70 avec des nouveaux concepts qui apparaissent, le BDY, Belief, Desire, Intention, qui permet d'avancer un petit peu. La notion de système d'agents qui apparaît dans ces années-là et qui présente surtout un intérêt d'IA distribuée. En fait, la grosse difficulté qu'on a entre 1950 et on va dire 2022, c'est qu'on peut effectivement faire des systèmes d'agents, mais les systèmes d'agents vont être soit un petit peu capables d'apprendre, soit vont être bloqués par, c'était au cœur du système d'agents, le cerveau qui prend des décisions. C'est en fait un énorme bloc de if et de else qui fait que on a très peu d'adaptabilité. Commence à partir de 2010 à voir apparaître les premiers agents autonomes. C'est pas des systèmes d'agents, mais les premiers agents avec certaines capacités. On peut penser à Siri, à Alexa, qui peuvent percevoir leur environnement, c'est-à-dire qu'ils peuvent entendre la voix de leur maître et en fonction de ça, décider de lancer une playlist, ce genre de choses. Mais ça reste encore très, très limité parce que l'agent lui-même, si vous me pardonnez l'expression, il est con comme un balai, quoi. Du coup, ça limite très, très fortement ce qu'on peut en faire. Et à partir de 2022-2021, il y a déjà des premières expériences. On a cet objet un peu étrange que sont les LLM, les modèles de langage, qui sont capables de produire du texte. Et en fait, il y a des gens qui se disent dès le départ, quasiment, avant même les sorties de GPT-3.5 et tout ça, si on est capable de produire du texte, on est aussi capable de produire des ordres qu'on va donner à une machine. Et on a un phénomène émergent quand on tente ça, dès les premières versions de GPT-3, qui est
et on comprend pas et on comprend toujours pas très bien pourquoi, qui est que ces modèles se trouvent quelque part capables de prendre des décisions. Donc on va, en tant qu'humain, leur donner un input et en fonction de ce qu'on leur raconte, de la façon dont ils ont été entraînés et de plein de facteurs, ces modèles vont être capables de se dire: «OK, on me demande de faire ça, j'ai ça comme outil, je peux le faire». À partir de là, les gens se disent: «En fait, on a ce vieux concept que seront les agents dans les années 50, enfin qui date des années 50. Si on utilise un LLM comme cerveau de ces agents, on va avoir un saut capacitaire énorme et il y a un intérêt économique fou. Parce qu'on va pouvoir déléguer des tâches à une machine qui est semblant d'être intelligente, mais qui fait tellement bien semblant d'être intelligente qu'elle finit par rendre des services». Voilà, donc à partir de là, ensuite les modèles suivants sont développés dans cette optique-là, hein. GPT-4, il y a un gros effort là-dessus, Sonnet 4, tout ça est fait pour. Est-ce que, tu pourrais donner quelques exemples d'utilisation, concrète de cette IA agentique ou de ces agents dans les entreprises? Parce que je sais que vous travaillez pas mal avec les entreprises et est-ce que ça, ouais, peut-être quels sont les secteurs où aujourd'hui ça marche le mieux? Parce que en tout cas, moi, vu de ma fenêtre et qui observe ça de loin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses où on dit: «C'est de l'IA agentique, c'est extraordinaire», alors qu'en fait, ça en est pas du tout. On dit que ça marche super bien, alors qu'il y a quand même pas mal de limitations. Quand on teste un petit peu, moi, j'ai testé quelques trucs et bon, on arrive vite à une limite. Donc moi, je serais intéressé de savoir un petit peu quelles sont les utilisations que vous voyez les plus, ouais, les plus pertinentes et surtout qui sont les plus utiles pour, les gens dans les entreprises et peut-être dans quel secteur d'activité, du coup? Déjà, il y a une première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que ça change ce qu'on imagine être de la data. C'est-à-dire que la data qui est exploitée, enfin, historiquement, quand on parle de data, on parle de chiffres, on parle de tableur Excel, on parle de Google Sheet, on parle de base de données. Maintenant, la data, c'est du texte. On peut exploiter le texte de manière beaucoup plus facile qu'avant, sans avoir besoin d'entraîner un nouveau modèle ou ce genre de choses spécifiquement sur les textes ou sur le vocabulaire que nous on utilise. Et donc, par essence, les secteurs les plus touchés sont ceux qui traitent des gros volumes d'informations textuelles. Je pense au marketing, je pense au SAV ou aux secteurs sur lesquels nous on va travailler, par exemple, banque, finance, assurance, les secteurs réglementaires, où on va avoir énormément de contrats, on va avoir aussi des bases de connaissances qui sont très importantes et donc ça permet beaucoup de choses. Je parlais, Clément, du fait qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce et certaines choses où en fait quand on les essaye, ça marche assez peu. Bon, on voit que par exemple, Copilot, au tout début de Copilot chez Microsoft, c'était pas forcément très efficace, ça s'améliore un peu plus. Pour que ça puisse fonctionner, en fait, il faut faire des systèmes qui sont eux-mêmes découpés en sous-systèmes avec des tâches assez précises et donc il faut, et ça va m'amener au cas d'usage, qu'ils soient vraiment fités finalement ces systèmes d'agents au processus métier et donc ça va aider à l'analyse de gros volumes de données, ça va aider à faire des brouillons de réponses, par exemple, pour des services comme le SAV ou le marketing, à la recherche d'informations complémentaires si on va traiter des bases produits ou ce genre de choses. Mais là où ça marche le mieux, c'est quand c'est vraiment construit autour des processus métiers des entreprises et donc par définition, un produit généraliste et moyennisant. Il n'est pas construit autour du processus d'une entreprise spécifique et là où ça montre toute sa force, c'est quand on est capable d'aller interroger les gens, comprendre quel est leur métier, comprendre ce qu'ils font et ensuite trouver là où on peut les aider et c'est là où, vraiment on va trouver de la valeur. Il y a une notion qui est importante à bien dire là-dessus, c'est en fait, il faut se rendre compte, on a des outils qui nous paraissent très intelligents parce qu'ils sont capables de parler, les modèles de langage. Mais toute personne qui a un peu utilisé ChatGPT se rend bien compte qu'à certains moments, le modèle, il oublie ce que l'utilisateur lui a dit et part dans une direction, qui est pas celle que l'utilisateur attend. Quand on essaye de faire des systèmes généralistes, c'est le problème qu'on a. Et actuellement, les prises de parole, les prises de voix dans le public, c'est essentiellement des startups qui ont vendu à leurs investisseurs le fait qu'ils allaient pouvoir faire un système automatisé qui permet de remplacer plein de salariés, hein. On a vu des pubs comme ça aux États-Unis et qui, du coup, promettent la lune.
Et on n'en est pas encore là, c'est pas sûr qu'on y arrive un jour. Les modèles sont toujours assez limités. L'avantage, c'est quand on commence à les adapter à une question très précise, on va pouvoir en gros tornaquer le modèle pour qu'il fasse exactement ce qu'on veut qu'il fasse, sur un cas d'usage qui est moins ambitieux, mais qui va réellement produire de la valeur. Mais pour l'instant, on est toujours dans le temps des promesses un peu folles. Peut-être, moi, j'aurais une question complémentaire, peut-être sur un usage que vous avez précisément en tête, un exemple très précis justement de cas d'usage qui est vraiment utile et peut-être si autre chose que des brouillons de mail ou voilà. Bah, prenons un cas, donc imaginons la plupart des grosses entreprises vont avoir des problématiques liées au RGPD. Les problématiques liées au RGPD, on va avoir potentiellement 1000 contrats au niveau d'une grosse entreprise qui lient l'entreprise soit à des co-contrôleurs de données, soit à des sous-traitants, suivant un cadre qui est défini par le contrat, mais qui, en fait, la subtilité va être dans les petites clauses à certains endroits, ce genre de choses. Et quand tu essayes de prendre une vision macro, comme le responsable des données de l'entreprise devrait le faire, c'est-à-dire avoir une vision sur l'ensemble des flux de données, avoir une vision sur l'ensemble des engagements qu'il a avec des tiers, et ben ça, c'est très difficile. Parce que la seule solution, ça serait quelque part d'engager 1000 stagiaires et de leur demander de lire chaque contrat, de l'analyser, d'en tirer des informations pour avoir une vision globale et potentiellement ensuite normaliser les choses. Là, c'est un cas d'usage où on peut faire des systèmes d'agents qui vont s'attaquer très précisément à cette question. Et on va quasiment faire, enfin, on fait souvent des couples, mais on va quasiment faire un agent par sous-question qu'on se pose. Donc, on va faire un agent qui va analyser certains types de clauses, on va faire un autre agent qui va analyser certains types de clauses, etc. On va faire des agents qui vont faire la synthèse, on va faire des agents qui vont faire une analyse ensuite. Et c'est en découpant les tâches suivant les logiques métiers, et en les adaptant très fortement qu'on va réussir à avoir un résultat intéressant. Et là, il y a un point qui est critique, c'est qu'il ne faut pas chercher à tout automatiser. C'est-à-dire que ces outils-là permettent de remonter de l'information qui doit ensuite être traitée par un humain. Quand on fait les deux choses, on découpe, on spécialise, pardon. On découpe, on spécialise les agents et on les fait travailler de concert avec un humain, c'est là qu'on obtient de la valeur. Rajouterais peut-être là-dessus, les cas d'usage qu'on va avoir sur le marché, ils semblent très impressionnants et ainsi de suite, et c'est ceux qui marchent pas. Et c'est finalement dans ces petites choses qu'on va redécouper où on va réussir à trouver le plus de valeur. C'est, réussir à aider sur des points très spécifiques et donc, traiter soit le volume qu'on n'était pas capable de traiter auparavant parce qu'on n'avait pas la taille des équipes, pour pouvoir le réaliser, pas le temps et pas les ressources nécessaires, et derrière avoir un humain qui est capable de décider si oui ou non le résultat est satisfaisant. C'est pour ça qu'on parle de 1000 stagiaires, soit vraiment de l'aide à la recherche d'informations, où là, il faut mettre en place des systèmes assez carrés et très spécifiques sur le fait d'être sûr qu'il y ait pas d'hallucination. Merci pour cet exemple-là. C'est marrant, j'ai rencontré une boîte l'autre jour qui travaille dans le secteur de la santé avec les hôpitaux et en fait, ils les aident à essayer de mieux récupérer l'argent qu'on leur doit sur les opérations. Et en fait, ce qu'il me racontait et ce que je trouve intéressant, en fait, et le parallèle que je fais par rapport à ce que vous dites, c'est que les usages qui, en fait, marchent le mieux ou en tout cas où ça a le plus d'utilité, c'est des cas d'usage très, très, très spécifiques, métiers et donc ça nécessite de rentrer vraiment dans la connaissance fine, en fait, de l'opérationnel métier et c'est là où il y a un vrai intérêt. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est, ils travaillent avec des médecins et en fait, quand ils font des comptes rendus d'opération, ils doivent expliquer tout ce qu'ils ont fait et en fait, après, il y a une personne qui passe et qui rapproche ce qui est écrit de code opératoire et après on envoie des feuilles à la sécu qui remboursent. Sauf qu'ils se rendent compte que souvent, il manque, 10 ou 20 en fait, de ce qu'il y a dans les comptes rendus et donc on parle de, millions, voire dizaines de millions par hôpitaux qui sont pas remboursés et là, ils disent que grâce justement avec un outil, basé sur, l'IA générative et des LLM, ils arrivent à augmenter très fortement, bah, on va dire l'exhaustivité des codes qu'ils retranscrivent. C'est travailler avec un médecin. C'est très, très utile pour les hôpitaux et ça leur apporte de l'argent, donc ils sont contents. Mais c'est un cas d'usage très, très, très particulier, spécifique, qui nécessite quand même du paramétrage et des choses.
Et en même temps, c'est là où il y a un vrai intérêt. Donc je trouve ça intéressant de voir ça, en fait, que les cas d'usage les plus bénéfiques, en fait, c'est pas ceux dont on parle. C'est des trucs très, très métiers et très chiants d'un certain côté, mais qui sont, le plus utiles, en fait. Je sais pas si tu voulais rebondir, Jean-Xavier? Bah, non, mais c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, nous, dans notre méthode de travail, on se rapproche le plus possible du métier. Il y a dans les semaines qui viennent, je vais aller, parce qu'on discute avec des commissaires-priseurs, je vais aller passer une journée à côté de quelqu'un qui fait la tâche sur laquelle on veut aider. Je vais aller passer une journée pour l'avoir travaillé, en fait. Je vais m'asseoir à côté, je vais regarder comment elle travaille et je vais me poser la question de quel système d'agent on peut faire qui peut l'aider sur cette tâche spécifique. Et on fait vraiment du très, très précis. On n'essaye même pas de faire de produits. On n'est même pas dans une logique dans laquelle on va se dire on va faire un produit généraliste qui peut convenir à un secteur de métier complet. Pour maximiser la valeur, on va s'attaquer au processus métier dans une entreprise spécifique. Et le même processus métier dans l'entreprise B ne va pas être traité de la même façon que dans l'entreprise A. Et ça ne sera pas nécessairement le même système d'agent qui va être utilisé. Pour te donner un ordre d'idée de la spécificité. Ça me permet de passer à la question suivante sur l'impact sur l'emploi. Et je sais que en préparant l'entretien, j'avais lu des textes où vous parlez de l'IA comme un exosquelette du travailleur. Et la question que j'avais envie de vous poser à tous les deux, c'est finalement, on parle beaucoup d'IA générative, d'IA agentique, ça crée quand même pas mal d'inquiétudes. Parler des entreprises, on en entend parler ces dernières semaines, mois, qui licencient en se disant on va tout automatiser grâce à l'IA générative, aux agents. On voit qu'il y a une vague un peu de retour en arrière ou peut-être qu'en fait les promesses n'ont pas été tenues et qu'avoir des humains, notamment sur du SAV, ça peut être utile. Mais concrètement, on en est où aujourd'hui en termes d'impact sur l'emploi? Est-ce que ça détruit de l'emploi? Est-ce que ça déplace de l'emploi? Est-ce que ça transforme les métiers? Enfin, voilà, on en est où vraiment là-dessus? Et peut-être, expliciter aussi cette notion d'exosquelette du travailleur. Vous parlez de l'IA ou quand vous dites ça, moi, je l'entends plus comme quelque chose qui va, augmenter, on va dire, les capacités humaines comme un exosquelette que, que remplacer. Et en même temps, tu parlais de Stack Overflow, tout à l'heure, Milo. On voit que, bah, notamment dans les métiers techniques, de dev, de data scientist et autres, et notamment pour les plus juniors. Alors, je ne sais pas s'il y a une corrélation, mais en tout cas, on constate quand même qu'il y a une très, très forte baisse des recrutements sur ces métiers-là. Est-ce que c'est des entreprises qui anticipent et c'est pas l'IA directement, mais en tout cas, ça pose quand même des vraies questions en termes de remplacement de capacité à faire et donc d'emploi. Ouais, bah, c'est super parce que tu réponds quasiment à ta question dans la question. Non, je suis complètement d'accord. Il y a plein de choses qui sont, hyper intéressantes. Sur la partie dev, il y a une crise sur le marché, alors elle est aussi économique, bien sûr. Il y a un manque de confiance sur cette nouvelle génération de devs juniors qui n'auraient codé qu'avec l'IA. En fait, il faut développer de nouvelles compétences qui ne sont pas forcément, celles qu'on apprend aujourd'hui à l'école et notamment l'esprit critique. En Pour reprendre sur l'IA, il a sa capacité enfin l'IA générative a la capacité d'agir. Ce qu'il faut qu'on laisse à l'humain, c'est le raisonnement, c'est la responsabilité aussi parce que, bah, on portera jamais plainte contre un ordinateur. Ce sera toujours un humain qui prendra la décision finale. C'est IBM qui disait que le management, c'était une affaire, d'humains. En fait, i il faut voir ça comme un shift dans les compétences qu'on va aller rechercher chez les travailleurs. Au lieu d'aller trouver vraiment une compétence précise, on va chercher des têtes bien faites. On va chercher à trouver, des gens qui peuvent s'adapter et donc par essence, ce que ça va changer, c'est qu'il y a des emplois qui vont être déplacés effectivement. Certains vont disparaître parce qu'ils ont plus lieu d'être. Tout ce qui va être, finalement la saisie de texte ou ce genre de choses va être de plus en plus automatisé, mais ils vont pas disparaître totalement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une équipe, de 10 personnes pour faire une tâche, on va remplacer ça par une ou 2 personnes qui vont aller valider les résultats d'un système. Parce qu'on a toujours ce besoin de responsabilité. Il est sociétal, il est juridique et puis, finalement, il y a des entreprises qui, tu l'as dit toi-même, ont essayé de faire ce shift et par exemple, il y a des boîtes qui se vantaient de n'avoir plus aucun dev et puis qui 3 mois plus tard faisaient un post LinkedIn, pour dire: «En fait, j'ai réengagé des devs».
il y a un effet waouh avec l'IA générative, qui fait que certains se sont dit: «On va pouvoir tout remplacer» et puis ensuite quand on commence à s'intéresser réellement au sujet, on se rend compte que, la manière dont aujourd'hui les modèles sont faits, il y a un vrai effet oui-oui et donc l'IA va dire oui à tout et ça marche pas du tout dans un environnement professionnel. Donc pour résumer, il y a des emplois qui vont disparaître, d'autres qui vont très certainement naître. On va rechercher des compétences un peu plus, quasi managériales en fait, de gérer, différents outils et différents systèmes et d'être capable d'être critique sur les résultats qui vont nous sortir et puis, bon je vais citer Yann Lequin, ça fait toujours bien de citer Yann Lequin quand on parle d'intelligence artificielle. Il me semble qu'il disait sur LinkedIn que, ce qu'il faut apprendre aujourd'hui, c'est, les maths, la physique, l'ingénierie. Peut-être qu'on aura, des assistants IA super intelligents, à un moment, mais on sera leur patron. On va jamais remplacer intégralement un poste de travail, puisqu'il y aura toujours besoin de quelqu'un pour vérifier le travail. Je vais peut-être laisser Jean-Xavier parler de la notion, d'exosquelette. Je sais pas si, Oh, bah, ça a été très bien décrit. Nous, on parle d'exosquelette parce que ce qu'on fait, c'est des systèmes qui vont augmenter la productivité des acteurs humains sous une forme où on s'attache beaucoup à s'assurer qu'on va laisser des résultats que l'humain va pouvoir vérifier. On s'attache beaucoup au fait que si jamais le système d'agent à un moment ne sait pas ce qu'il doit faire, et ben, il va faire ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il va se retourner vers l'opérateur humain et lui demander. Et tous ces éléments-là font que notre idée, c'est beaucoup plus de rendre l'utilisateur plus efficace dans son travail et pas de se substituer à lui. Comme on a des gains en productivité, il va nécessairement y avoir un rééquilibrage dans le nombre de personnes qui sont employées sur certaines tâches. Mais voilà, c'est le point essentiel sur l'exosquelette, c'est décupler les forces humaines plutôt que chercher à les remplacer. Et justement, par rapport à ça, vous auriez peut-être un exemple sur lequel vous avez travaillé. Tu parlais du commissaire priseur Jean-Xavier, peut-être un exemple un peu de ce type-là, enfin comment pour qu'on se projette un peu sur concrètement ce que ça amène et en quoi ça devient justement un exosquelette de ce travailleur-là où ça lui donne des capacités supplémentaires. Alors je vais pas prendre cet exemple-là parce que par définition, je vais voir comment il travaille dans 2-3 semaines et je pourrais à ce moment-là, commencer à analyser les choses. En fait, quand tu mets en place des systèmes de ce style, déjà ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on est sur des processus stochastiques, donc tu as toujours un risque d'erreur. Si tu prends le cas des contrats RGPD, par exemple, tu peux te retrouver dans une situation dans laquelle tu vas avoir 90 des analyses juridiques qui vont être faites par les modèles vont être bonnes, et puis il y a 10 où ils vont complètement se planter. Il faut un humain pour être capable de contrôler ça. Il faut être un humain pour être capable de réorienter. On travaille beaucoup sur les notions d'UX, essayer de trouver la meilleure UX possible pour ça. Le chatbot est une solution parce que ça permet un dialogue naturel entre l'humain et la machine, mais c'est pas forcément la meilleure des solutions. Disons qu'il faut du chatbot et d'autres types d'interfaces. Si tu prends le cas du RGPD, on va créer des interfaces dans lesquelles l'humain va être en contrôle, c'est-à-dire que l'humain va dire à un chatbot: «Prends le contrat avec telle société, analyse-le, fais-moi un rapport». Là, le chatbot enfin, le système d'agent derrière a les outils nécessaires pour charger les données du contrat, enfin charger le contrat, lancer les différents agents qui vont faire les différentes analyses, faire un retour. Au moment où le retour est fait, l'humain va pouvoir, lire le retour, va pouvoir à n'importe quel moment dire: «OK, tu me dis ça, mais je comprends pas le raisonnement en fait, réexplique-le-moi». On va rentrer de plus en plus dans le détail et cetera, et au moment où l'humain est satisfait sur un point donné, où il dit: «OK, ça, c'est effectivement un problème», il va pouvoir dire, parce que, sur ce genre d'interface, qu'on va faire, c'est des systèmes d'agents qui ont la capacité d'écrire dans une base de données. Il va pouvoir dire: «Sur tel contrat, j'aimerais que tu notes tel point et l'analyse juridique que tu as faite avec». Mais c'est l'humain qui doit donner l'ordre de validation à la machine pour que la machine considère que oui, c'est bon, l'analyse est justifiée, l'analyse est fiable et je la stocke. Et on empile les couches comme ça. C'est-à-dire que tu vas avoir une personne qui va être sur l'analyse point par point des contrats.
Tu vas avoir une autre personne, potentiellement le DPO, qui va être dans une logique où lui, il va avoir une vision macro. Donc, on va avoir d'autres systèmes d'agents qui vont utiliser les données qu'on a traitées de cette façon-là pour avoir une vision multi-contrat. Et je vais voir tous mes contrats avec mes providers, enfin, mes contrats cloud, mes contrats OVH, etc. Qu'est-ce que ça dit? Bon, bah, est-ce qu'on est cohérent? Est-ce que ça correspond à la politique que moi, en tant que DPO, j'ai décidé de mettre en place et les accords que je recherche? Et lui aussi va être capable de creuser. Mais on est vraiment dans des logiques où on va mixer des interfaces du type chatbot avec des interfaces plus classiques, base de données, dashboard, etc., formulaire, voilà. Et où on va faire deux choses. On va laisser les humains en contrôle des bots, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est même dans certaines situations, on va, on va obliger l'humain à faire l'action. On pourrait très bien la faire faire par le système d'agents, mais par exemple, dans le domaine de la finance, je n'ai pas trop le droit d'en parler, mais on a un système d'analyse comme ça, où en fait, on va remonter les points forts et les points faibles sur certains, bon, c'est pas des contrats, c'est des applications, mais sur des documents. On a des gens qui sont dans une position de juge et qui doivent noter les points forts et les points faibles. Le système d'agents peut créer les points forts et les points faibles, mais ensuite, la gradation de l'importance, on a une échelle de 1 à 5. C'est-à-dire le fait de dire ça, c'est un point fort de niveau 1, c'est-à-dire le niveau max, attention, on lance les, on lance les sirènes, là, on a un vrai problème ou un vrai point fort. Ça ne peut être fait que par un humain, par une interface de formulaire normale. On pense nos interfaces de façon à ce qu'on s'adapte au processus de l'entreprise et aux prises de décision de l'entreprise pour s'assurer que l'humain reste en contrôle. Et je veux bien juste revenir sur un truc que tu as dit, parce que moi, c'est une question que j'ai en tête depuis que je regarde l'IA générative. Tu disais sur les contrats, parce que c'est un sujet que je connais bien, le juridique, les RGPD. Tu disais en gros, on va avoir 90% de réponses justes et 10% d'erreurs. Moi, je me dis, je suis DPO, par exemple, de l'entreprise avec laquelle tu bosses. Et je vois un vrai intérêt à ce que j'ai un agent ou un outil qui automatise la lecture des contrats, qui puisse me dire quels sont mes engagements, quelles sont les différentes clauses. Ça, clairement, je vois l'intérêt parce que sinon, il faut faire ça à la main et ça prend beaucoup de temps, c'est hyper fastidieux. Par contre, si je sais que, en fait, de toute façon, de base, en fait, j'ai 10% d'erreurs, d'hallucinations, d'incohérences, mais je sais pas où elles sont. Et tu vois, j'ai un peu ce truc de me dire, mais attends, C'est justement là où il faut bien concevoir le système. C'est-à-dire qu'il faut être dans une situation dans laquelle, en fait, ce que tu vas faire, c'est tu vas pas juste demander au bot de te dire je pense que là, on a un problème ou je pense que là, on est dans une telle situation. Tu vas le forcer à t'expliquer pourquoi, à citer les sources et tu utilises l'humain pour les 10%. C'est-à-dire que l'humain est là pour lire le truc et faire OK, ça me semble bizarre. Sur un cas comme le RGPD, tu es formé à la question. Si tu vois une analyse où, de façon évidente, la raison pour le traitement des données, c'est c'est une obligation liée à l'exécution du contrat ou liée à une obligation légale et qu'on te dit et que le bot te dit, bah, ça semble être lié au consentement, c'est parce qu'on a le consentement qu'on a le droit de le faire. Toi, en tant qu'humain, ça va tout de suite te trigger. Tu vas tout de suite te dire, attends, il y a un problème. Et c'est là que il faut pouvoir creuser. Et c'est là que tu dois aussi guider les agents. La question qui se pose derrière sur la question de la confiance, de notre expérience, hein, ça fait 2 ans qu'on fait des systèmes comme ça, c'est il faut surtout pas dire que le système va tout faire ou que le système est infaillible, c'est faux. Il faut se poser la question de le système est faillible, mais il peut nous faire gagner énormément de temps. Donc, comment est-ce qu'on augmente la vérifiabilité et comment est-ce qu'on crée la relation de confiance que tu vas avoir avec le système en question? C'est pour ça qu'on adapte énormément. OK, très clair. Tu voulais dire quelque chose, Milo? Exactement dans le sens de Jean-Xavier, c'est une question d'UX. C'est une question de en fait, découper la tâche en petites choses assez petites pour que derrière, l'opérateur, il soit en capacité de prendre chacun de ces items et les valider individuellement et du coup ton 90 il serait, comment dire? Problématique si jamais tu analysais l'ensemble d'un contrat en une seule fois. Or là, tu fais petit bout par petit bout et donc quand il y a des erreurs,
tu vas être en capacité d'avoir l'opérateur humain qui lui sait. Donc c'est important qu'il sache et qu'il soit formé à ces problématiques, qui va pouvoir valider, invalider, retravailler cet item-là. Et en fait, tu vas avancer à l'étape d'après, qui est l'analyse de l'ensemble du contrat, qu'à partir du moment où tu es sûr de l'ensemble des données qui vont être utilisées. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment découper en toutes petites tâches, parce que c'est plus facile du coup, si ton 90-10 il est sur 10 items, et bah, tu vas juste corriger celui qui est pas bon. Alors que si tu fais l'analyse d'un coup, et bah, ton analyse elle est pas bonne. Et tu vas forcément travailler sur des logiques où tu vas forcer le bot à te faire des citations exactes de ce qu'il y a dans le contrat pour justifier toutes ces analyses. Tu vas laisser des liens vers le PDF où l'humain n'a qu'à cliquer sur un élément pour directement être à la bonne page au bon endroit et pouvoir relire la clause s'il a besoin de la relire dans sa totalité. C'est très efficace en fait. Si tu travailles la vérifiabilité, tu établis la relation de confiance. Une fois que tu as la relation de confiance, tu réalises que les gains de productivité sont énormes. Ça fait la transition parfaite sur une autre question que j'ai. J'en ai échangé assez longuement sur un autre épisode de ce podcast autour de ce paradoxe de Solo de l'IA, parce qu'on parle beaucoup de la productivité. Je pense que c'est un point important. C'est que pour justifier justement la mise en place à marche un peu forcée parfois dans les entreprises de tous ces outils-là, IA générative, IA agentique, on insiste sur l'impact justement sur la productivité. Et il y a quand même quelques gens qui font le parallèle entre le paradoxe de Solow, dans les années 80, où justement cet économiste qui disait que globalement, on parlait beaucoup de productivité de l'informatique et qu'on la voyait partout, sauf dans les statistiques de la productivité. Et qu'aujourd'hui, si on regarde les statistiques de la productivité, par exemple aux États-Unis, on ne voit pas d'impact. Alors, c'est peut-être trop récent, mais l'IA en tant que telle est là depuis longtemps, l'IA générative un peu moins. Et donc la question que, j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que c'est parce que, enfin, il y a pas de bonne réponse, mais est-ce que c'est parce qu'il y a pas d'impact? Est-ce que c'est juste qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus les bons indicateurs pour mesurer l'impact? Comment justement cet impact sur la productivité, il se mesure? Comment vous le percevez? Alors, nous, on a une méthodologie où on va chercher à le mesurer sur des cas individuels. Tu as toujours un lag. C'est ce qu'a montré les travaux de Solow dans les années 80. Tu as toujours un lag qui est assez conséquent entre le moment où une technologie apparaît, où on commence à essayer à faire les premiers cas d'utilisation, où ensuite on va voir les gains en productivité apparaître à des niveaux individuels, mais quasiment personne par personne, puis au sein de une entreprise, et avant que ça se traduise par une augmentation du PNB, des vraies stats au niveau d'un pays ou au niveau du monde, bah là, il se passe des années. Les systèmes agentiques, par exemple, qui sont a priori la vraie source de valeur de l'IA générative au niveau des entreprises, les chatbots, c'est bien, mais ça reste les chatbots généralistes, la ChatGPT, c'est bien, ça fait gagner un peu de temps, mais ça t'en fait perdre aussi. L'impact est compliqué à mesurer et pas si grand que ça. On se retrouve dans une situation où la technologie qui les permet émerger en 2022, fin 2022, en novembre, avec GPT-3.5. On a eu un bon capacitaire avec GPT-4, mais on a encore, et grosso modo, les modèles vraiment performants pour ça, actuellement, c'est Sonnet 4, c'est un peu O3, c'est R1, c'est des modèles qui sont très récents. Donc, il faut le temps ensuite. Et puis après, quand tu rentres dans la vie concrète, bah, nous, on le voit bien, hein. Il y a des projets sur lesquels on a fait la proof of concept en octobre. Ça a pris un mois. Ensuite, il y a une proof of value qui prend 2 mois. Ensuite, il faut passer à l'industrialisation. Il faut l'adoption. Et c'est une entreprise. Et quand tu regardes sur le marché actuellement, il y a très peu de gens qui ont la compétence pour réellement créer de la valeur, honnêtement, hein. Les gens qui font du generative AI, par exemple, vont te faire des RAG de façon systématique alors qu'on sait que ça ne marche pas, particulièrement dans des domaines comme le juridique. Il faut faire autre chose. Et il faut même pas faire de l'agentique RAG, il faut faire des choses, il faut avoir des approches très différentes. Et on se retrouve dans une situation dans laquelle bah, ça prend du temps. Il faut d'abord créer les outils, les implémenter, que ça se diffuse. Ça va impacter une société, puis la suivante, puis voilà. Ça va rebattre les cartes dans les 5 à 10 années à venir, mais les gains de productivité au niveau d'un pays, tu les verras dans 5 ans, pas avant. À côté de ça, et vous en avez parlé un petit peu, tu disais Milo, enfin tu parlais de la question de l'esprit critique, et on parlait rapidement
des compétences. Justement, vous, c'est quoi le regard que vous portez là-dessus, de votre point de vue? C'est quoi les compétences qui deviennent, enfin les compétences humaines qui deviennent essentielles? Tu parlais aussi de manager potentiellement des agents. Avec l'évolution et la mise en œuvre de plus en plus forte de ces outils-là dans dans les entreprises, sur quoi en fait ces entreprises-là doivent investir en termes de formation, de compétences pour permettre aux personnes de s'approprier ces outils-là et que ça reste un exosquelette justement et pas quelque chose qui vient les remplacer? Et est-ce que les entreprises, selon vous, elles investissent suffisamment sur ces sujets? Je pense que c'est encore très tôt pour pouvoir répondre sur la question de l'investissement des entreprises. Et ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché de la pure formation, bon, il y a beaucoup de formateurs LinkedIn. Il y a beaucoup de gens qui forment aux outils généralistes sans nécessairement former en fait à qu'est-ce que c'est réellement l'IA générative, comment ça s'utilise et surtout quels en sont les points faibles. Nous, on le voit quand on va voir des prospects ou des clients, on discute avec eux, ils vont nous dire: «Ah mais avec, l'IA générative, moi j'utilise ça avec, ChatGPT, je suis sûr que ça pourrait fonctionner» et en fait, parfois, ils nous vendent même eux-mêmes des projets qui sont pas du tout l'IA générative, qui sont de la pure data ou, en fait, il y a déjà une première chose, c'est, mettre au courant, les employés de ce que c'est et de comment ça s'utilise. Ensuite, il y a un vrai shift du coup effectivement sur les compétences. On parle de management, c'est pas nécessairement du management, mais sur, cette notion d'esprit critique en tout cas, c'est sûr, puisqu'on va passer d'employés qui vont devoir faire les petites mains, qui vont devoir faire des analyses, faire du PowerPoint, faire ce genre de choses, à des systèmes qui vont les faire pour eux et eux doivent les critiquer. Et donc effectivement, il va y avoir ce que j'évoquais tout à l'heure, un shift dans la recherche des compétences aussi pour les nouveaux employés, c'est qu'on va aller plutôt chercher des gens qui sont adaptables et qui ont cet esprit critique, cette capacité d'analyse et de remise en question. Et ça, on le voit assez profondément dans le métier de dev, où on est passé de quelqu'un qui écrit du code à quelqu'un qui le conceptualise et qui va discuter avec un ou plusieurs agents, ou même bêtement directement d'un LLM, pour pouvoir générer ce code et il va devoir affiner sa requête plusieurs fois pour trouver ce qu'il voulait faire et il doit être conscient de ce qui existe. Donc, quand on parle de programmation informatique, on parle de design pattern, on parle de bonnes pratiques et donc il doit être capable d'analyser le résultat de ce qui est fait par le LLM. Parce qu'il y a pas mal de boîtes qui se sont montées d'ailleurs avec des gens qui sont pas devs et qui ne font qu'utiliser des ChatGPT, Claude ou autres pour générer du code et ça crée quelque chose de très bien au début et ensuite on va empiler des solutions sur d'autres solutions, sur d'autres solutions, sur d'autres solutions et ça devient quelque chose de pas maintenable. Donc le vrai défi finalement, c'est ça. Il va y avoir aussi tout un défi sur ce que ça veut dire pour le shadow IT. Alors certains parlent même de shadow IA. C'est qu'en fait, on va se retrouver avec plein de micro-outils faits par les équipes métiers qui seront difficilement maintenables ensuite dans le futur. Donc les compétences qu'on va chercher vont changer et sur la partie formation en elle-même, il y a des initiatives qui apparaissent, qui sont pas liées d'ailleurs uniquement qu'à l'IA. On a beaucoup de choses par rapport, aux médias. On va avoir, aussi, toutes ces fake news, alors forcément augmentées par, l'IA, par les fermatrolls, ce genre de choses, où on a besoin dans notre vie courante d'esprit critique et donc il y a un enjeu à l'échelle, de l'éducation, donc de qu'est-ce qu'on fait même, avant, que les personnes deviennent des employés? Qu'est-ce qu'on fait, des élèves en primaire qui vont utiliser ces outils, de plus en plus pour le collège et le lycée, pour les dissertations? Il y a pas de réponse unique. Il y a certaines initiatives, que moi j'apprécie. Je pense à Cogito qui est un projet de l'esprit critique qui vise à créer un TOEIC ou un TOEFL de l'esprit critique et donc je pense que ça va passer par ce genre de formation, ce genre d'initiative et il faut faire cet investissement. Aujourd'hui, est-ce qu'il est fait par les entreprises? C'est difficile à dire. Nous, on essaie de travailler au maximum avec, les syndicats pour pouvoir le pousser, mais c'est aussi difficile de trouver les bonnes formations à date parce que c'est un sujet qui est très nouveau, où il y a beaucoup de recherche. Une grosse partie de ce qu'on fait nous, en fait, c'est de la recherche et développement. Donc on n'est pas encore fixé sur les capacités totales de ce genre de système. Va y avoir un changement de paradigme, mais il faut que les gens soient,
adaptable. C'est ça, je pense, le plus gros sujet. J'ai une question complémentaire là-dessus, mais c'est plus c'est une interrogation perso. Tu parlais des devs et je lisais un article récemment d'un dev, je crois, assez connu et qui expliquait un peu son parcours par rapport à ces outils-là. Où il disait que lui, justement, c'était un dev expérimenté, hein, c'était pas un junior. Il avait beaucoup utilisé ces outils-là, Lovable, Cursor, enfin, tous ces outils pour l'aider à coder, justement, et qu'il avait trouvé ça super, mais qu'il avait arrêté. Et notamment parce il avait le sentiment d'une certaine forme de perte de compétences. Et en fait, moi, à titre perso, tu vois, alors, c'est pas du tout sur la même chose, mais par exemple, sur mon podcast, j'ai beaucoup utilisé des outils comme ChatGPT, Claude et autres pour m'aider sur mes trames d'entretien. Là où au début, je les faisais intégralement tout seul, mais donc ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Je faisais beaucoup de recherches, je lisais des bouquins. Bah, ça m'a aidé à gagner du temps, à garder globalement un niveau de qualité satisfaisant. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas forcément se rendre compte est-ce que c'est moi qui l'ai fait ou pas. Par contre, ce dont je me rends compte, c'est que comme je n'ai pas fait ce travail-là en amont de recherche où je l'ai fait moins intensément, bah forcément, j'ai pas développé la même compréhension du sujet, j'ai moins acquis de connaissances, de compétences. Je ne sais pas si c'est bien, pas d'ailleurs, mais en tout cas, moi, ça m'interroge. Et tu vois, là, aujourd'hui, je m'interroge, je me dis, bah tiens, je vais peut-être essayer de réduire le rythme de mes épisodes pour en faire moins, mais pour avoir plus vraiment le temps de les préparer tout seul et d'arrêter de déléguer ça. Parce que je me rends compte que ça, en fait, ça m'intéresse vraiment de garder cette compétence-là, cette connaissance, et que si je la délègue, bah, je vais la perdre. Et c'est ni bien ni mal, hein, mais en tout cas, moi, ça m'interroge vraiment sur cette perte de compétences. C'est que, tu vois, comment on choisit ce qu'on délègue ou pas pour justement en rester. Et puis, il y a des choses où, en fait, c'est pas juste une question de productivité, c'est une question de kiff. On aime bien faire les choses. Et en fait, c'est pas rentable de le faire, mais on aime bien. Et donc, on continue à le faire et on arrête, on le délègue pas parce qu'il n'y a pas juste une logique purement économique, en fait. Tu as totalement raison. Par exemple, j'adore faire des tableurs. Ne me pose pas la question de pourquoi, mais c'est un truc que je délèguerai jamais. J'adore structurer des données dans un truc. Mais ton exemple, il est super parce que on est effectivement sur un dev senior et c'est là où je pense qu'il y a un fossé qui est en train de se creuser malheureusement entre dev junior et dev senior. C'est que l'avantage de ce dev senior, c'est qu'il a déjà programmé avant et donc il est capable d'utiliser son expérience pour critiquer le travail qui a été réalisé par l'IA. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, il y aura probablement un shift dans la manière dont on va former les gens, où on va devoir passer quand même un certain temps, qui était intégré au temps de travail aujourd'hui par le fait de faire et d'être critiqué par ses pairs. On va devoir passer un certain temps à former ces gens à leur cœur de métier, de manière plus concrète que juste les laisser faire et voir si ça fonctionne. Bon, il y a des métiers où de toute façon c'était déjà le cas. Je veux dire, en médecine, on laisse pas quelqu'un se balader et soigner des gens. Donc il y a cet impact qui est important. Est-ce que moi j'irais par exemple jusqu'à abandonner ces outils pour ne plus les utiliser? Bah, je suis pas sûr. En fait, dans le cas du dev, ont déjà été mis en place des structures justement pour éviter ce genre de problème de perte de connaissances et de alors, je vais parler très vulgairement, mais on parle de pisser du code. En fait, c'est à ça que sert, par exemple, une peer review, une revue des pairs, où on va avoir d'autres développeurs qui vont aller voir le code pour aller le critiquer et pour pouvoir donner des conseils. Il va y avoir, je pense, finalement, ces créations de réseaux de compétences et un apprentissage qui va changer parce que, tu l'as dit toi-même, on voit le changement de qualité dans ce qui est réalisé uniquement par une IA et puis, en fait, certaines des actions vont être réalisées par l'humain pour alimenter le travail de l'IA et ça va dans le sens de l'exosquelette, en fait. C'est dire, il faut que certaines actions restent humaines pour des questions de formation et pour des questions aussi de qualité de la réponse. Ouais, mais je rajouterais quand même, il faut se méfier d'un réflexe qui est très humain, qui est une forme d'amour de ce qu'on faisait dans le passé ou de refus de l'évolution. Sur les devs, ça a toujours été le cas, hein. Moi, j'ai la cinquantaine, j'ai appris à coder en assembleur, je sais ce que c'est qu'un registre, je sais ce que c'est que la RAM, je sais ce que c'est que, enfin, je sais plein de choses sur comment fonctionne un microprocesseur. Les nouveaux devs, ils savent pas tout ça. Et j'ai vu des gens de ma génération qui disaient: «Putain, ces nouveaux devs, ils comprennent rien». Ouais, mais en fait, est-ce que ça sert à quelque chose? Pas certain. On a eu la même chose avec la génération qui a appris à coder sur un laptop. Ils ont jamais démonté un ordinateur de leur vie, donc ils savent pas vraiment quelles sont les composantes d'un ordinateur et quelque part, ils s'en fichent. Est-ce que c'est grave? C'est ça la vraie question. Et là, on a la même
la même interrogation, c'est-à-dire que nous, on a des devs qui ont essayé de faire du vibe coding, c'est-à-dire de tout faire coder à des agents, et ça a été une catastrophe. On a eu des devs juniors, donc là, on est arrivé, on leur a dit non, on va arrêter ça tout de suite. Il faut que tu comprennes, il faut que tu sois en contrôle, il faut que tu maîtrises les concepts, il faut que tu travailles sur la compréhension des concepts. En revanche, là où les LLM, dans le cadre du dev, donnent une force énorme, c'est que si demain, j'ai jamais fait de Go de ma vie, si demain je dois développer un truc en Go, moi je suis un développeur expérimenté, je sais comment on fait, je vais demander à un LLM de me dire quels sont les principaux concepts, les paradigmes en fait qui sont utilisés en Go. Est-ce qu'on est sur de l'objet, est-ce qu'on est sur du fonctionnel, etc. Il va me le dire. Et à partir de là, je vais être capable de guider un LLM pour lui dire, écris-moi du code. Et je vais lui demander de m'expliquer ligne et ligne ce qu'il fait parce que je ne connais pas la syntaxe du langage, mais c'est pas grave, je sais parler. La grande force, par exemple, dans le dev, c'est qu'on va pouvoir dire à un LLM, l'implémentation, le pisser du code, fais-le pour moi. Moi, ma force en tant que développeur, elle est plus sur ma capacité à connaître la syntaxe d'un langage particulier et d'aller vite sans avoir à faire 250 000 recherches sur Stack Overflow. Elle est sur le fait de concevoir le programme, de concevoir comment est-ce qu'on fait l'application. C'est un chiffre de compétences. Complètement. Et même pour aller un petit peu dans ton sens, et ces outils-là, ils viennent nous poser la question un petit peu de la singularité, en fait, et qu'est-ce qui fait vraiment l'essence de chaque métier, en fait, et là où il y a la vraie utilité à avoir la compétence, et puis là où on peut laisser de côté. Et c'est vrai que, enfin, moi, je l'ai vu aussi, quand tu veux apprendre de nouvelles choses, si tu aimes apprendre, c'est sûr que ces outils-là sont incroyables, en fait, pour, quand t'as besoin de l'autorisation de personne pour apprendre globalement à peu près ce que tu veux. Donc ça, c'est sûr que c'est génial. J'ai une dernière question, on arrive à la fin de l'échange et tu en parlais, Jean-Xavier, tout à l'heure, tu disais sur la partie, impact, on va dire, sur la productivité, tu disais au niveau macro, ça va prendre 5-10 ans justement. Si vous essayez de vous projeter à 5 ou 10 ans, comment vous voyez, peut-être l'évolution de ces outils-là, d'IA, agentique pour les 5-10 prochaines années? Vers quoi on va? C'est quoi vos intuitions là-dessus? Et le corollaire de ça, quels sont les impacts que vous anticipez, sur les modes de travail, les structures organisationnelles, dans les entreprises que vous accompagnez? C'est quoi votre vision sur ces 2 trucs-là, ou intuition peut-être, parce que 5 ou 10 ans, c'est dans le longtemps quand même. Alors, très humblement, ce qu'on imagine dans ce domaine, moi je pense que ce que beaucoup de gens ratent sur la génération du Generative AI, c'est que c'est un nouveau média. C'est une nouvelle façon de communiquer, c'est une nouvelle façon de communiquer entre l'homme et la machine. C'est la première fois que la machine fait un pas vers l'homme. En fait, on s'en rend pas compte, mais les générations, enfin ma génération et d'autres générations ont énormément de problèmes à se servir d'un ordinateur parce que pour eux, une liste à choix multiple ou une liste à choix unique dans un formulaire, c'est pas du tout quelque chose de naturel. L'humain s'est adapté. Ça fait 70 ans qu'on s'adapte à la machine et qu'on va vers la machine. Là, c'est la première fois que la machine vient vers nous et qu'elle apprend à parler notre langage. Et ça va changer la façon dont on communique avec les machines, mais aussi dont on communique entre nous. Par exemple, nous, au sein de notre société, même pas chez nos clients, on imagine des logiques où chaque personne va être capable de donner son point de vue sur un problème, parler à un agent dans les années à venir. Et en fait, cet agent va être un assistant personnel qui va être un double de la personne. Et si on travaille à deux sur un projet avec Milo, même si on n'est pas dans la même time zone, c'est-à-dire il y en a un en Asie et l'autre qui est aux États-Unis ou ce genre de choses, les agents à qui on va raconter ce qu'on fait ou qui vont observer ce qu'on fait vont être capables de communiquer entre eux et potentiellement de se rendre compte que on est en train de diverger sur un point, où il y aura un choix à faire, un choix managérial, et remonter une alerte. Dire, les gars, vous vous mettiez tous les deux dans un Google Meet et que vous discutiez entre vous. On va être capable d'augmenter la productivité des personnes. Ça a énormément d'importance aussi sur le long terme. Il y a un proverbe en informatique qui dit qu'un projet qui est fait par une personne en une semaine peut être fait par 5 personnes en 5 semaines, qui vient du fait qu'il y a des frictions quand on travaille en équipe, il y a du temps perdu de coordination, etc. Ça, là-dessus, on va potentiellement gagner énormément. On va changer la façon de travailler dans le sens où on va s'extraire des tâches répétitives, chronophages, sans beaucoup de valeur ajoutée qu'on va pouvoir faire à des agents.
enfin, sans beaucoup de valeur ajoutée, c'est-à-dire sans nécessité de capacité de décision, de capacité de création. Et on va recentrer les humains justement sur les tâches sur lesquelles il faut être capable de décider, il faut avoir un esprit critique ou un esprit créatif. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça va avoir un impact sur l'organisation, sur le monde du travail. C'est assez difficile d'en mesurer les effets actuellement. Quand on dit on a un gain en productivité plus une nouvelle façon de communiquer, c'est complètement évident. Les questions qui vont se poser derrière, c'est comment se fait la répartition des richesses? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ce gain en productivité? Est-ce qu'on réduit le temps de travail hebdomadaire des gens ou est-ce que tout va dans la poche des actionnaires? Bon, moi, je suis actionnaire, donc tout va dans la poche des actionnaires, hein, soyons clairs. On risque aussi on a quand même un risque de rupture générationnelle. C'est-à-dire que une des peurs que j'ai, moi, potentiellement sur l'avenir, c'est que les gens qui ont 15, 20 ans d'expérience et qui ne s'intéressent pas à ces domaines-là risquent d'être un tout petit peu paumés dans 5-6 ans quand ces nouveaux outils vont apparaître, à peu près de la même façon que la génération d'avant la même a un gros problème avec les ordinateurs. On a aussi un risque pour la société, honnêtement, il ne faut pas l'oublier. Alors, les gens fantasment sur le risque Terminator, les ordinateurs prennent le contrôle, etc. Ce n'est pas du tout la bonne approche, hein. Ça, le risque est quasi nul actuellement. Les machines sont beaucoup trop bêtes pour ça. En revanche, le risque, c'est ce que les humains pourraient en faire. Et si on commence à se passer du mauvais côté de la force, on se rend compte que ce genre d'outil permet de décupler les capacités de profiling, les capacités de surveillance, de les généraliser. Et ça peut potentiellement être un vrai problème, surtout dans des sociétés dans lesquelles les démocraties sont attaquées comme actuellement, quoi. Moi, je rajouterais, pour finir, ce que ça va changer pour les sociétés, c'est aussi l'éternel débat en IT du make or buy. Est-ce que j'achète un produit ou est-ce que je le fais moi-même parce que ce que je fais est très spécifique? Pour être passé par pas mal de sociétés quand même aujourd'hui, que ce soit de la PME, de la start-up, du grand compte, on a tendance à acheter des logiciels qui sont assez moyennisants. On va acheter du SaaS et en fait, on va adapter nos processus métiers aux logiciels qu'on achète. Va y avoir de plus en plus, et c'est dans ce sens-là que vont les systèmes agentiques, un shift là-dessus, je pense. Et donc, au lieu d'acheter des solutions logicielles, on aura de plus en plus de solutions logicielles custom, alors potentiellement avec une brique commune, mais qui ensuite sont vraiment affinées pour la société en elle-même et pour la manière dont ils effectuent leur travail. Il va aussi y avoir, et ça je pense que pour le coup c'est très important, on va créer des vraies sources de connaissances communes de l'entreprise. Le travail autour de l'IA générative, il demande par essence à ce qu'on interroge les employés, à ce qu'on interroge les processus métiers, à ce qu'on les documente, puisqu'en fait, quand on fait marcher une IA générative, on lui dit: «Voilà comment ça marche», pour qu'il soit en capacité de le réaliser. Et donc tout ce travail-là, il a une valeur énorme pour la société parce qu'il permet de documenter toute la valeur d'une entreprise. Si je vais interroger dans une entreprise du retail, les acheteurs sur comment ils travaillent, c'est là qu'est la valeur et c'est dans la transmission aussi de ces connaissances-là où, il y a un enjeu de formation dont on parlait juste avant, mais il y a aussi une véritable opportunité d'être en capacité, un, de créer ces référentiels de connaissances et deux, de les maintenir dans le temps en conditions opérationnelles, en interrogeant par exemple ponctuellement les différentes personnes pour savoir si ça a changé ou non et ça de manière naturelle. Par exemple, si on crée une base juridique, on se rend compte qu'il y a un élément de cette base juridique qui a pas changé depuis quelques mois ou quelques années. On va réinterroger par chat le DPO pour lui demander si c'est toujours quelque chose qui est d'actualité. Et on peut en plus, derrière, faire de la veille sur différents sujets pour réactualiser ces différentes choses. Donc, il y a un changement assez profond de la manière dont on va travailler dans le tertiaire qui s'annonce. Je pense que de là où on arrive à en imaginer certaines petites externalités, mais que ça peut effectivement être assez profond et que personne n'a la réponse avant dans 5 à 10 ans. Un dernier point que je voudrais rajouter, c'est qu'il faut quand même bien se rendre compte qu'on est à la veille d'une révolution qui va être majeure. On est à peu près en 2000 par rapport à Internet. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des grandes sociétés qui disparaissent et d'autres qui apparaissent.
on va avoir un gros, gros rebattage de cartes sur les acteurs économiques, suivant ceux qui sauront saisir les opportunités et ceux qui ne sauront pas les saisir. Je finirai moi sur une dernière note. C'est l'opportunité aussi pour nous de pousser à l'open source. On voit des sociétés comme OpenAI et Anthropic, alors on adore utiliser leurs services. Cela dit, il y a une peur, une probabilité qu'il y a un peu l'effet Uber, c'est-à-dire, on casse les prix pendant un temps jusqu'à ce que les gens soient accros à ce qu'on fait et demain on va les augmenter assez fortement. C'est On le voit déjà d'une certaine manière avec les abonnements pro d'Anthropic et de OpenAI qui sont déjà à 100 et 200 si je dis pas de bêtises. C'est là où construire un système spécifique à une société et à un corps de métier a un gros avantage, c'est que, bah, on n'a pas besoin de faire évoluer les modèles qu'on va utiliser. Si ça marche et on n'a pas besoin d'aller plus loin et l'open source, alors qui est aujourd'hui beaucoup porté, alors Meta en fait pas mal, mais la Chine avec, Qwen et ce genre de choses, c'est quelque chose de très important pour qu'on soit en capacité de sécuriser ces choses-là à l'échelle de l'entreprise et que si demain, le coût devait augmenter sur une décision actionnariale, on soit en capacité de déployer chez soi ces différents modèles. Merci, beaucoup à tous les 2 d'avoir répondu à mes questions, puis j'espère à bientôt. Merci beaucoup Clément. Merci beaucoup, Clément. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.